Bonjour à tous. Très content que vous soyez là aujourd'hui là, pour assister à mon webinaire sur les analyses d'ensilage. C'est un webinaire que je suis très heureux d'avoir monté parce que souvent, les analyses d'ensilage, on les reçoit, puis des fois, on les regarde même pas. Alors qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher de cette analyse-là, puis il y a beaucoup de changements qu'on peut apporter suite à ces constats-là. Puis c'est vraiment l'objectif de notre rencontre aujourd'hui. On va quand même être beaucoup de personnes, donc c'est sûr que je ne pourrais pas individualiser ma présentation pour chacun d'entre vous, mais on va vraiment essayer que ça soit le plus interactif possible et que vous puissiez ressortir avec des solutions pour vos entreprises. Juste vous dire aussi que le webinaire va durer 1 heure. Je vais probablement prendre la majorité de ce temps-là, mais je vais aussi prendre le temps de répondre à des questions là, s'il y en a à la fin. Je ne répondrai pas à des questions pendant la présentation parce que sinon, ça va durer probablement là, très longtemps. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Si vous avez des questions, vous pouvez les insérer dans la section clavardage. Alors, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Votre analyse de fourrage vous parle, êtes-vous à l'écoute? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe Laroche. Je travaille dans l'équipe Innovation et Développement de Lactanet et je m'intéresse particulièrement là, à la nutrition des bovins laitiers et à la production des fourrages, mais surtout à la valorisation des fourrages par les bovins laitiers. Oups, mon micro s'est désactivé. Alors, je disais, avant de débuter, quelques suggestions, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous recommande d'avoir idéalement en main une analyse de fourrage que vous avez à la ferme qui est destinée à vos vaches hautes productrices. Si vous êtes un conseiller, ben, vous pouvez avoir l'analyse de fourrage d'un client que vous souhaitez aider, là, où vous avez noté peut-être certaines problématiques. Je vous suggère aussi d'avoir deux surligneurs ou stylos d'une couleur différente, par exemple un surligneur vert, un surligneur jaune ou un stylo noir et un stylo rouge. On va s'en servir sur votre analyse de fourrage. Et aussi une calculatrice ou un cellulaire là, qui est en mesure de faire des calculs parce que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très bon en calcul mental. Alors, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de voir ce que vos analyses ont à vous dire, puis surtout de repartir avec des solutions si vous observez des problèmes. On va aussi vous remettre à la fin du webinaire un aide-mémoire qui va résumer un peu ce que j'ai discuté aujourd'hui. Alors, vous êtes pas obligé de prendre des notes là, si vous voulez pendant ma présentation parce que vous allez avoir un beau résumé à la fin. Alors, sans plus tarder, on commence. Quel constat on peut ressortir d'une analyse de fourrage? Ben, premièrement, on peut avoir une très bonne idée de la qualité de la récolte. Et pour moi, la qualité de la récolte, c'est trois choses, principalement. La première chose, c'est la maturité des plantes. Est-ce que vous avez récolté votre fourrage au bon moment? L'autre chose, c'est le niveau de matière sèche, qui est super important quand on veut avoir une conservation optimale dans des silos, par exemple. Et il y a aussi la contamination par le sol, qui peut paraître un peu niaiseux, mais qui peut avoir aussi un bon effet là, sur la productivité de vos animaux, puis aussi sur les processus de fermentation. On peut aussi avoir une bonne idée de la qualité de l'entreposage. Donc, à partir d'une analyse, je peux savoir est-ce que la fermentation s'est bien déroulée? Est-ce que votre ensilage est stable au moment où on se parle? Et est-ce que votre ensilage a chauffé de façon excessive? Donc, c'est trois choses qu'on peut savoir au niveau de la qualité de l'entreposage. Et finalement, on peut aussi même savoir s'il y a des carences en minéraux dans la prairie. Alors, en regardant le niveau de phosphore, le niveau de potassium, on peut savoir s'il y a une carence. Je vous dirais que c'est très rare que je vais observer ça dans des analyses de fourrage. Par contre, dans le cas de la luzerne ou des mélanges qui sont fortement dominés par la luzerne, avec le soufre, on peut voir s'il y a des carences. Puis je vous dirais que j'en vois de plus en plus fréquemment. Alors, on va en reparler là, vers la fin du webinaire de cet aspect-là. Donc, on commence. Est-ce que la qualité de votre récolte est optimale? Donc, je vous invite à avoir votre analyse devant vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous présente un rapport d'analyse que nous, on produit là, chez Lactanet. Donc, si vous utilisez nos rapports d'analyse, ça va vous être très familier. Si vous avez un rapport d'une autre compagnie, il n'y a pas de problème. Il va juste falloir trouver ce qu'on cherche là, dans l'analyse, mais je vais vous aider aussi du mieux que je peux. Alors, la première chose qu'on va regarder dans notre analyse de fourrage, c'est le niveau de fibres détergents acides ou ADF. Donc, c'est présent sur la majorité des analyses de fourrage. Puis ça va soit s'appeler ADF ou fibres détergents acides. Et on cherche le niveau d'ADF en pourcentage de matière sèche, bien important. Ce qu'on va viser pour des vaches
qui ont une bonne production laitière, c'est un niveau d'ADF qui est aux alentours de 30 %. Alors, si votre niveau d'ADF se situe, disons, entre 29 et 31, ben, vous pouvez encercler ça d'une couleur ou surligner ça en vert, par exemple. Si vous êtes plutôt à 32, 33, 34 et plus, ben, à ce moment-là, vous pouvez surligner en jaune, par exemple, pour indiquer que ça peut être un point à améliorer. Pourquoi le niveau d'ADF, c'est si important que ça? Ben, c'est vraiment l'indicateur par excellence pour la maturité des mélanges fourragers. Puis si on récolte notre fourrage au bon niveau de maturité, ben, tout le reste va suivre. On va avoir plus de sucre, on va avoir plus de protéines, on va avoir plus de gras. Donc, c'est vraiment un indicateur crucial qu'on doit regarder sur l'analyse. Et souvent, quand je parle de ça à des producteurs, il y en a plusieurs qui vont me dire: «Ouais, mais moi, je ne veux pas récolter mes fourrages trop jeunes parce que ça me prend des fibres dans ma ration.» On le sait, ces temps-ci, là, la Fédération nous demande d'avoir un test de gras qui est plus élevé. Alors, ça prend de la fibre pour faire ruminer nos vaches puis avoir un rumen en santé. C'est pas faux de dire ça, c'est totalement vrai. Par contre, ce qui est intéressant quand on récolte nos fourrages plus jeunes, c'est qu'on peut mettre plus de fourrage dans la ration puis avoir le même niveau de fibre. Puis j'ai voulu démontrer ça par un petit scénario ici que je vous présente. Dans le premier scénario, j'ai un fourrage moyen. Donc, je suis allé dans notre base de données, puis j'ai fait la moyenne des fourrages là, qui répondent à cette caractéristique-là, donc un ADF de 33 %. Et j'ai fait une ration avec, une ration standard là, avec un peu d'ensilage de maïs, du maïs moulu, du tourteau de soya et des minéraux vitamines. J'ai fait la même chose, mais avec un fourrage récolté à 30 % d'ADF, donc ce que je considère comme étant un fourrage optimal pour des vaches en lactation. Dans mes deux rations, j'avais exactement le même niveau de fibres, donc 30,5 % de fibres NDF. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans cette ration-là, j'ai mis plus de fourrage. Donc, le fourrage étant plus digestible, mes vaches peuvent en manger plus. La conséquence de ça, c'est quand on regarde la CVMS fourrage, dans ma ration de départ, mes vaches mangeaient 16,4 kg de matière sèche. Dans ma ration améliorée, ils mangeaient 17,2 kg de matière sèche. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Et étant donné aussi que j'avais un fourrage de meilleure qualité, c'est un fourrage qui apportait plus d'énergie, plus de protéines. J'ai été capable de maintenir ma production laitière. Donc, dans ce scénario-là, mes vaches produisaient 40,1 kg de lait, donc ce qui est très élevé. On pourrait dire que c'est un groupe 1. Et dans ma ration suivante, mes vaches produisaient aussi 40,1 kg de lait. Dans le fond, les deux rations apportaient la même quantité d'énergie et de protéines métabolisables à mes vaches. Quand on regarde le ratio lait sur concentré, on voit vraiment qu'il y a eu une augmentation aussi. Donc, mes vaches ayant besoin de moins de concentré pour produire le même lait, ben, le ratio a été amélioré. Conséquemment, ben, le coût de production, en fait, le coût des concentrés à l'hectolitre a diminué. Donc, on est passé d'à peu près 15 $ à 13,84 $. Donc, une belle économie à ce niveau-là. Par contre, au niveau du coût des fourrages, évidemment, ça a augmenté parce que nos vaches ont mangé plus de fourrage. Mais quand on regarde au niveau du coût d'alimentation, globalement, on a vraiment eu une amélioration, donc une diminution du coût d'alimentation. Puis en passant, vous allez noter que si vous analysez régulièrement vos marges là, sur vos entreprises, ces chiffres-là sont plus intéressants que les moyennes actuellement. Il ne faut juste pas oublier là, que moi, j'ai fait le calcul avec un groupe d'animaux qui est très productif, là, donc on parle de 40,1 kg de lait. Alors, c'est pour ça que les valeurs peuvent vous sembler plus basses là, par rapport à ce qu'on voit dans le champ. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent savoir quel prix j'ai utilisé pour faire cette analyse-là, ben, je les ai mis ici. Donc, un maïs à peu près à 400 $, du tourteau de soya à peu près 750 $ et des minéraux vitamines à peu près à 1500 $. Alors, dans ce scénario-là, d'avoir un fourrage plus jeune m'a permis de remplacer 0,8 kg de matière sèche de concentré par 0,8 kg de matière sèche de fourrage sans diminuer la productivité. Donc, aucun impact négatif sur la paye de lait. Et même, on pourrait hypothétiser qu'il pourrait y avoir un impact positif parce qu'en ayant plus de fourrage, peut-être que nos vaches auraient un test de gras qui est plus intéressant. Le gros changement que ça a donné, c'est qu'on a eu une économie de 66 sous l'hectolitre. Donc, pour ceux qui regardent ça souvent, les marges, là, vous doutez bien que c'est un changement qui est significatif et qui serait vraiment le bienvenu là, dans le contexte difficile qu'on vit actuellement. Et là, je vous rappelle que tout ça, ces belles améliorations-là, ben, c'est juste pour une différence de 3 % sur l'ADF. Alors, ça a l'air de rien comme ça, là, mais la première chose que je regarde sur une analyse de fourrage, c'est toujours l'ADF.
Puis c'est vraiment des petites améliorations, ça peut vraiment faire des belles différences pour votre entreprise. Je vois qu'il y a des mains levées, mais comme je l'ai dit tantôt, là, je vais prendre les questions seulement à la fin parce que sinon, ça va vraiment être. Je vais prendre beaucoup plus qu'une heure là, si je me mets à répondre à toutes les questions là, en direct. Alors, vous pouvez simplement les mettre dans le clavardage, puis je vais y répondre là, à la fin. Alors, on poursuit. Comment on fait pour avoir des fourrages de bonne qualité? On ne veut pas non plus scraper nos prairies. Alors, il y a une technique là, qu'on appelle le vite élan, qu'on aime bien recommander à plusieurs de nos clients, qui fonctionne très bien parce que c'est une technique qui prend avantage de la physiologie des plantes fourragères. Donc, on le sait en début de saison, la première coupe, on a des rendements qui sont super élevés. Par contre, le défaut de la première coupe, là, c'est que la qualité, elle diminue très rapidement. À l'inverse, en fin de saison, on a des rendements qui sont plus faibles. Par contre, la qualité, elle va beaucoup plus nous pardonner si on dépasse le stade de récolte. Alors, la technique du Vitalant prend avantage de ça. En début de saison, on veut aller récolter nos plantes fourragères rapidement parce qu'on sait que la qualité va diminuer rapidement aussi. Donc, si par exemple on a des légumineuses, un mélange à base de légumineuses, on va récolter ça au stade début bouton, alors que si on a un mélange de graminées, à base de graminées, on va récolter ça au stade fin gonflement. En fin de saison, c'est le temps de laisser fleurir vos luzernes, de laisser épier vos graminées. Comme ça, ces plantes-là vont pouvoir se refaire des réserves pour l'hiver. Puis en même temps, la qualité ne sera pas si impactée que ça. Et entre les deux, ben, vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez avoir plus de fourrage de bonne qualité, vous pouvez le récolter plus rapidement. À l'inverse, si vous n'avez pas besoin d'autant de fourrage de qualité, ben, vous pouvez laisser votre luzerne fleurir aussi là, pour cette coupe-là. Donc, ici, j'ai fait la stratégie pour une région à 3 coupes, mais c'est le même principe là, pour les régions à 4 coupes. Donc, ce qui est intéressant avec cette stratégie-là, c'est qu'on est capable d'avoir un bon rendement. On est capable aussi d'avoir une bonne persistance et une bonne qualité. Donc, on a un peu le beurre et l'argent du beurre. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la répartition de la qualité des fourrages va assez bien correspondre à la répartition des besoins que vous avez dans votre troupeau. Donc, quand on pense aux vaches hautes productrices, aux taures, aux vaches taries, etc. Pour ceux qui veulent avoir plus de précision ou qui ont peut-être moins l'œil là, pour aller récolter leur fourrage au bon moment, il y a un outil qui s'appelle NutriFourrager qui a été développé là, dans les dernières années au Québec. Il y a des tutoriels, une formation puis une foire aux questions gratuite disponible en ligne si ça vous intéresse. J'en parlerai pas longtemps aujourd'hui parce que ça pourrait faire l'objet d'une présentation au complet, mais je vais vous donner un peu les faits saillants. Donc, c'est un outil qui prend à peu près une heure, c'est une évaluation là, que je devrais dire, qui prend à peu près une heure à faire dans le champ. Par contre, là, on a vraiment une bonne précision là, pour prédire la qualité de notre fourrage si on fait cet outil-là. Donc, moi, ce que je recommande souvent, là, c'est essayer-le avec les champs qui sont destinés aux vaches hautes productrices. Juste aussi pour valider là, si vous avez toujours bien l'œil là, pour récolter au bon moment. Puis pour les clients qui ont peut-être plus de difficultés là, à avoir cet œil-là, ben, ça peut être un outil qui est vraiment intéressant là, pour ça. Dans le fond, ce que ça fait, cet outil-là, c'est qu'on rentre 3 données dedans. Donc, on rentre bon, là, ici, des codes, là, mais c'est la hauteur maximale de la luzerne, la hauteur maximale de la graminée et la proportion de luzerne qu'on a pesé. Donc, ça, c'est le bout qui est un peu plus plate là, de cet outil-là. Il faut aller peser un petit quadrat de fourrage. Donc, ici, moi, j'ai un mélange 50% luzerne. L'outil me disait, garde, ta NDF est à 39%, toi, tu vises 45%, donc c'est prêt dans 7 à 14 jours. Donc, quand on va refaire la même chose dans 7 à 14 jours, on reprend les mesures. Donc, mes luzernes étaient plus hautes, mes graminées étaient plus hautes, proportion qui n'avait pas changé. Alors, à ce moment-là, j'avais un résultat de NDF à 43%. On me disait de récolter à 45. Donc, l'outil me dit, c'est prêt, tu peux partir ta faucheuse. Pas partir ta faucheuse, mais tu peux préparer ta faucheuse puis aller faucher. Puis là, je sais, les oreilles me cillent. Il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent se dire, là, tu nous parles de NDF, mais tantôt, tu nous as parlé d'ADF. Effectivement, cet outil-là permet uniquement de prédire la NDF, mais si vous visez 40% pour les légumineuses puis 50% pour les graminées, ça va toujours vous ramener vers un 30% d'ADF. Puis entre les deux, ben, c'est une règle de 3. Donc, si vous avez, par exemple, 50% de luzerne, on vise 45% de NDF, comme je l'ai fait dans mon exemple. Donc, si ça vous intéresse, c'est un outil qui est super intéressant là, et disponible. On passe au deuxième point. Donc, la matière sèche, normalement, tout le monde a ça sur ses analyses.
Alors, la matière sèche, on ne veut jamais avoir une matière sèche en bas de 30 %. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez souligner cette valeur-là en rouge, par exemple, ou en jaune. Puis, on veut aussi que notre matière sèche soit adaptée à notre système d'entreposage. Donc, une matière sèche de 35 par exemple, pourrait fonctionner dans un certain type de silo, mais ne pas fonctionner dans un autre silo. Juste pour votre information aussi, puis je vais vous ramener des chiffres comme ça un peu tout le long de la présentation. Dans les échantillons qu'on a reçus au laboratoire, il y a 7 des ensilages qui sont trop humides. Donc, on peut penser que c'est niaiseux puis qu'il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça leur arrive, mais c'est quand même 7 des échantillons. Puis on le sait aussi, des fois, on ne peut pas le contrôler. Il y a une pluie ou il faut aller récolter rapidement. Mais il faut savoir que ce n'est pas idéal quand on récolte à cette matière sèche. Qu'est-ce qui se passe quand on a un ensilage trop humide? Ben, on va avoir des écoulements de jus qui sont riches en nutriments. Donc, on perd des nutriments qui vont servir à faire du lait pour nos vaches. On a aussi un environnement de croissance qui est idéal pour les mauvaises bactéries. Souvenez-vous toujours que les mauvaises bactéries, elles adorent ça quand il y a beaucoup d'humidité. Alors, on est vraiment dans un territoire dangereux, si on veut, quand on a des ensilages très humides. À l'inverse, c'est pas nécessairement mieux d'avoir des ensilages trop secs parce que à ce moment-là, la compaction dans le silo va être moins bonne. Si la compaction est moins bonne, il va y avoir de l'oxygène dans la masse d'ensilage. Et s'il y a de l'oxygène, ben, il y a un risque de chauffage. Et quand on a du chauffage, ben, on peut avoir des levures, des moisissures, puis même des risques de mycotoxines. Donc, évidemment, c'est pas ça qu'on souhaite. Selon votre type de silo, l'intervalle de matière sèche recommandé va varier. Alors, pour les silos verticales à vidange par le haut, selon la grandeur de votre silo puis le diamètre, là, ça varie entre 30 et 55 Je vous dirais là, que normalement, là, c'est plus entre 35 et 45 mais pour les très grands silos, si on ne veut pas avoir d'écoulement, ça peut arriver qu'on se rende à plus sec que ça. Puis juste pour vous donner une idée aussi, ici, j'ai un graphique là, qui indique là, la matière sèche minimale que vous devriez viser dans votre silo selon la hauteur et le diamètre. Donc, par exemple, si vous avez un 70 par 20, vous devriez avoir minimum 40 de matière sèche. Donc, on pourrait viser, par exemple, 42, 43, 45. Puis si on a un silo qui a un plus gros diamètre, un 70 par 30, par exemple, ben là, ça prendrait minimum 43 Alors ça va pouvoir vous aider pour ceux qui ont des silos verticales à vidange par le haut. Pour les silos verticales à vidange par le bas, donc on parle de 40 à 60 de matière sèche. Les fameux bunkers, on est de 30 à 40 de matière sèche. Dans les silos meules, ça va de 30 à 35. Donc ici, on veut avoir un peu plus d'humidité pour aider à la compaction. Dans les silos tubes, alors les fameux hack bags, idéalement, on vise 35 à 40. C'est sûr qu'on peut faire des hack bags là, en dehors de cet intervalle-là, mais je vous dirais que le plus optimal, c'est vraiment 35 à 40 de matière sèche. Et les grosses balles enrobées, on parle de 45 à 55 de matière sèche comme niveau optimal. Et là, je voulais faire absolument une petite parenthèse sur les balles rondes parce que j'entends souvent parler là, de balles rondes enrobées humides. Puis je me suis beaucoup questionné là-dessus parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui vont recommander ça. Puis je veux ici vous montrer pourquoi c'est pas une bonne idée de faire ça et pourquoi, quand on fait ça, on est à grand risque d'avoir des problèmes là, d'acide butyrique. Donc, ici, c'est une étude qui est vraiment intéressante, là, qui est un peu vieille, mais écoutez, c'est quand même d'actualité. Ils ont pris un mélange de luzerne graminée. Ils l'ont récolté à 39 de matière sèche, donc en bas de la recommandation de 45 Puis ils l'ont récolté sous deux formats. Donc, c'était exactement le même ensilage, mais il y en a un qui a été récolté en balle ronde, un qui a été récolté en ensilage haché. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui montre, selon le nombre de jours de fermentation, comment le pH a évolué, puis comment les acides totaux ont évolué selon les deux types de fourrage. On voit que dans le cas de l'ensilage haché, dès le premier jour, le pH diminue beaucoup et il continue de diminuer jusqu'à 60 jours. En bleu, ici, vous avez le pH de stabilité. Ça, c'est le pH qu'on doit atteindre si on veut empêcher les mauvaises bactéries de dégrader notre ensilage. Donc, dès le troisième jour, notre ensilage haché, il a atteint ce pH-là, donc il est stable. Notre balle ronde, après 3 jours, on est encore pas mal au même niveau de départ de pH. Puis même après 60 jours, on n'atteint pas le pH de stabilité. Donc, qu'est-ce qui explique ça?
On a la réponse ici en bas, donc c'est assez simple, là. L'ensilage haché, il y a eu beaucoup plus d'acides qui ont été produits pendant la fermentation. Donc là, pensez-y, c'est quoi la différence entre un ensilage haché et un ensilage en balle ronde? Pourtant, c'est le même fourrage. La différence, c'est tout simplement le hachage. Donc, quand on a un ensilage qui est haché, ou qui est moins haché, je devrais dire, il y a moins de sucres qui vont être disponibles dans l'ensilage. Puis le sucre, c'est le gaz, si on pourrait dire, là, des bonnes bactéries pour produire de l'acide puis acidifier notre ensilage. Donc, s'il y a moins de gaz, il y a moins d'acide, il y a un pH qui est moins bas. Alors, c'est tout simplement pour ça. Est-ce que ça veut dire que les balles rondes, c'est pas une bonne façon d'entreposer les fourrages? Pas du tout. Les balles rondes, c'est un très bon moyen d'entreposer les fourrages, mais les balles rondes humides, c'est très risqué. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, quand on a un ensilage qui a un pH qui n'a pas atteint la stabilité, un ensilage qui est humide, là, c'est un paradis pour les mauvaises bactéries parce qu'ils sont dans des conditions qu'elles apprécient et ils n'ont pas un pH qui va les empêcher de se multiplier. Alors, la solution, ben, c'est tout simplement de récolter un minimum de 45 de matière sèche. Parce que plus notre fourrage est sec, plus le pH de stabilité, donc le pH à viser, va être élevé. Parce que des ensilages secs, ça va aussi nuire aux mauvaises bactéries. Donc, simplement en ayant des ensilages qui sont plus secs, on va corriger ce problème. On passe au troisième point, la contamination par le sol. Donc, ça, normalement, ça devrait être présent aussi sur votre analyse, le niveau de cendre. Si vous n'avez pas le niveau de cendre, là, ça se peut. À ce moment-là, c'est très simple, c'est la somme de tous les minéraux. Donc, les cendres, comment ils analysent ça? C'est qu'ils font carrément brûler votre échantillon de fourrage, puis ils pèsent ce qui reste. Alors, c'est la somme de tous les minéraux ici. Normalement, un ensilage qui a été bien fait devrait avoir 10 ou moins de cendres. Puis ça, encore une fois, je l'ai mentionné, mais ça a l'air niaiseux, mais ça peut avoir des impacts là, importants sur la qualité de votre ensilage, mais aussi la productivité de vos animaux. Alors, encore une fois, si vous avez un niveau de 11, 12, 13 on peut surligner ça en jaune ou en rouge, peut-être. Et si vous avez une valeur en bas de 10 bien, on surligne ça en vert. 18 des échantillons qu'on a reçus contiennent un niveau trop élevé de cendre. Donc, il y a vraiment un bon potentiel d'amélioration. S'il y a des conseillers aussi qui écoutent, là, c'est quand même un point là, qu'on pourrait vérifier là, chez nos clients là, pour améliorer aussi. Donc, 18 là, c'est un nombre qui est assez élevé. Puis, je vous le présente ici aussi. Donc, ici, vous avez le niveau de cendre des échantillons, puis vous avez le nombre d'échantillons. Alors, on voit que la majorité des échantillons là, vont avoir du 9 à 9,5 de cendre. On voit aussi que c'est possible d'avoir des niveaux qui sont plus faibles en cendre, là, surtout dans les graminées, donc 8 7 Et on voit qu'il y en a qui peuvent avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de cendre, donc 20, 21 là, je ne sais pas c'était combien d'échantillons, mais c'est arrivé. Alors, il y en a qui sont pires, il y en a toujours qui sont pires que nous autres, comme on dit. Mais à partir du moment où vous avez 10,5 ou plus que 10 de cendre, là, il y a vraiment une possibilité d'amélioration. Puis la manière de s'améliorer pour diminuer la quantité de cendre, c'est la contamination par le sol, essayer de la diminuer. Donc, pourquoi on veut minimiser les cendres? Ben, il n'y a pas d'énergie dans les cendres. Donc, quand vous avez un fourrage qui a beaucoup de cendres, ce que vous allez faire, autrement dit, c'est remplir le rumen de vos animaux avec de la terre. Bon, remplir, c'est peut-être un mot exagéré, là, mais vous allez mettre plus de terre dans le rumen de vos animaux. Puis les vaches, avec la terre, là, elles ne font pas de lait. OK? Donc, c'est tout simplement ça que ça a comme effet. Quand on a plus de cendres dans notre fourrage, on a moins de nutriments en proportion pour augmenter la production laitière de nos vaches. Les cendres, c'est aussi une source de mauvaises bactéries. Donc, quand on contamine notre ensilage avec du sol, ben, on inocule nos ensilages avec des mauvaises bactéries. Donc, c'est impossible de complètement éviter la contamination par le sol, mais quand on en met trop, ben là, on ne met vraiment pas les chances d'un bord. Donc, à chaque fois que vous allez augmenter le contenu en cendres de votre fourrage, ben, la performance de vos animaux va diminuer, puis vous allez augmenter les risques de mauvaise fermentation. Ici, c'était juste un exemple là, pour vous illustrer ça. Si on a un fourrage à 10 de cendre qui nous permet de produire à peu près 1200 kg de lait par tonne de fourrage, puis qu'on prend le même fourrage, on augmente à 15 de cendre, bien, on perd presque 200 kg de lait. Alors, c'est vraiment mathématique, là, ça va vraiment diminuer la production de nos vaches.
Puis là, je sais, les chiffres ici, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si vous avez une vache qui mange 16 kg de ce fourrage-là et que vous passez de 10 à 15 de cendre, vous allez perdre 2 kg de lait. Autrement dit, là, si vous avez un fourrage à 12,5 de cendre, puis que vous ramenez ça à 10, vous gagnez 1 kg de lait. Donc, c'est quand même intéressant. Maintenant, comment on fait ça, diminuer la contamination par les cendres? Je vous dirais que dans 80 des cas où j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau des cendres, la solution, c'était de faucher une hauteur de 4 pouces, donc 10 cm. C'est vraiment important de le faire. Donc, pour la première coupe qui s'en vient, amenez-vous une petite règle, puis au premier coup de faucheuse, là, sortez de votre cabine de tracteur, allez mesurer la hauteur, puis vous pouvez ajuster votre faucheuse là, en conséquence. Il y a des vidéos aussi sur Internet là, qui sont disponibles pour vous aider pour ajuster votre faucheuse. Donc, c'est vraiment important de le faire, puis ça n'a pas juste un effet sur les cendres. Il y a plein d'autres avantages qui ont été démontrés de faucher à une hauteur de 4 pouces. Ça a été démontré que ça améliorait la persistance des plantes fourragères parce que la fauche, évidemment, est moins agressive. Ça diminue aussi la quantité de mauvaises herbes parce que quand vous fauchez très bas, euh, les plantes fourragères vont avoir plus de difficultés à repartir, puis les mauvaises herbes vont avoir l'opportunité de prendre le dessus. Euh, Ça va aussi diminuer l'assèchement du sol. Donc, quand on a un chaume qui a 4 pouces, ça va vraiment faire une différence sur la quantité de soleil, de lumière qui va aller rejoindre le sol. Puis, il y a vraiment une différence là, au niveau de l'assèchement des sols. Donc, en temps de sécheresse, là, super important de faucher à 4 pouces. Ça va vraiment faire une différence aussi au niveau de la repousse de vos graminées, là. Si vous voulez faire le test, là, vous pouvez le faire. Prenez le même champ, fauchez-le à 4 pouces d'un bord, puis disons 2-3 pouces de l'autre. Puis regardez comment vos graminées repoussent, là, ça fait vraiment une différence. Dans la luzerne ou dans les légumineuses, vous allez peut-être moins le voir, mais dans les graminées, là, c'est vraiment significatif. Et finalement, ça va aussi augmenter la vitesse de séchage parce que votre andin va reposer sur un chaume, puis l'air va être en mesure de passer en dessous de votre andin. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment plusieurs bonnes raisons de faucher à 4 pouces, là. Moi, je pense que c'est vraiment un truc facile que vous pouvez corriger sur votre entreprise là, si vous avez tendance à faucher plus bas. Autres éléments qui peuvent augmenter la quantité de cendre dans vos ensilages, faucheuse rotative. Si vous avez des couteaux en angle, ça va avoir un effet comme un hélicoptère. Il va avoir un effet de succion du sol vers votre ensilage. Alors, ça peut augmenter la contamination. On corrige ça avec des couteaux plats. Pour l'ensilage, je vais en reparler tantôt, mais les conditionneurs à fléau, là, ça a vraiment un autre effet de succion. Donc, de toute façon, pour l'ensilage, on n'en a pas besoin de conditionneur. Je reviens là-dessus un peu plus tard. De faire des andins larges, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va piler sur nos andins, mais ça réduit vraiment la contamination par le sol parce qu'un andin qui est étroit va être plus lourd, puis surtout quand on vient de le faucher, là, et il va vraiment écraser votre chaume. Puis à ce moment-là, quand vous allez repasser avec un équipement pour prendre votre fourrage, vous allez être plus proche du sol, puis ça va augmenter la contamination. Donc, d'avoir des andins larges, ça peut vraiment aider à ce niveau-là, même si c'est contre-intuitif. Évidemment, ajuster le faneur, ajuster le râteau, c'est une évidence, là, la vitesse de passage, mais aussi la hauteur des équipements. L'objectif, c'est pas de niveler nos sols quand on passe ces équipements-là, c'est de manipuler du fourrage. Donc, ça, c'est un autre point super important. Les râteaux soleil, ça a été démontré que ça contaminait plus les fourrages avec des cendres. Donc, moi, c'est pas un équipement là, que je vais recommander. C'est pas dramatique là, si vous en avez un chez vous, mais pour la prochaine achat d'équipement, là, il y a d'autres autos qui font vraiment de meilleur job que celui-là, à mon avis. Et finalement, les équipements de récolte aussi doivent être ajustés, autant la vitesse que la hauteur là, que les équipements vont ramasser votre fourrage. Bon, maintenant, on a passé le bout de la récolte, la qualité de la récolte. Maintenant, on va s'attaquer au bout qui est un petit peu plus complexe, l'entreposage, donc surtout pour les ensilages. Est-ce que votre entreposage nuit à la qualité? Et là, ben, on a plusieurs indicateurs à regarder en même temps qui ne sont pas tout le temps disponibles sur vos analyses de fourrage. Donc, le profil de fermentation, ça peut arriver que vous ne l'ayez pas. Donc, les acides lactiques, acide tauto, acide acétique, acide butyrique. L'ammoniac ou le NNH3 aussi, ça se peut que vous ne l'ayez pas. Donc, si vous ne l'avez pas, ben, on ne peut pas inventer des chiffres, là. Donc, ça pourrait être intéressant de demander une analyse avec ces paramètres-là pour voir si votre fermentation se passe bien. Euh, alors, pour ceux qui l'ont, on va commencer par regarder le rapport entre l'acide lactique et les acides totaux.
Donc ça, si vous n'avez pas directement ce rapport-là sur votre analyse, vous prenez la quantité d'acide lactique en base matière sèche, puis vous la divisez par la somme des autres acides, donc l'acide lactique, l'acide acétique et l'acide butyrique. On veut minimum 65 de nos acides qui soient de l'acide lactique parce que c'est l'acide qui est le plus efficace pour baisser notre pH, puis c'est l'acide qui est lié à une meilleure fermentation. Donc, si vous répondez à ces critères-là, bravo, puis on peut mettre ça, on peut le souligner d'une couleur. Si vous ne répondez pas à ce critère-là, on peut le mettre en rouge, par exemple, là, pour indiquer que c'est un point à corriger. Acide acétique, on en veut, mais pas trop. Alors, quand on a plus que 3 d'acide acétique, là, souvent, ça va indiquer que la fermentation n'a pas été optimale. Ça peut aussi avoir un effet négatif sur la prise alimentaire des animaux. Dans certains cas, ça peut être normal qu'on ait trop d'acide butyrique. Par exemple, si vous avez un inoculant dans lequel il y a de l'acide, pas de l'acide, il y a la bactérie Lactobacillus buchneri, ça peut être normal parce que cette bactérie-là a été designée, si on veut, pour produire cet acide-là. Mais dans les autres cas, on ne devrait pas avoir plus que 3 d'acide acétique. L'acide butyrique, idéalement, on n'en veut pas pantoute, mais on peut tolérer jusqu'à 0,3 Si vous êtes en haut de ça, c'est vraiment qu'il y a eu un problème là, au niveau de la fermentation. Le NNH3, qui peut s'appeler aussi ammoniac sur votre rapport d'analyse, on veut que ça représente moins de 15 de la protéine brute. Alors là, ça peut être un peu complexe, là, mais si vous avez votre valeur d'ammoniac en pourcentage de matière sèche, vous devez prendre cette valeur-là et la diviser par votre protéine brute. Par exemple, si vous avez 2 d'ammoniac en matière sèche puis 20 de protéine brute, ça veut dire que vous auriez 10 de votre protéine brute qui est de l'ammoniac. Donc ici, c'est le 15 qu'on ne doit pas dépasser. Puis en passant, quand on a trop d'ammoniac comme ça indique que notre protéine elle a été dégradée par nos mauvaises bactéries. Puis on le sait, la protéine, ça coûte cher, donc ça peut avoir un impact négatif là, sur nos coûts d'alimentation quand on a trop d'ammoniac dans nos fourrages. 17 des échantillons vont contenir un niveau d'acide butyrique supérieur à 0,3. Ici, je parle vraiment des ensilages. Donc, encore une fois, on a vraiment une opportunité de s'améliorer dans la fermentation de nos ensilages. C'est quoi les impacts d'une mauvaise fermentation? En un mot, là, ça coûte cher parce qu'il y a plusieurs impacts négatifs. En premier lieu, il y a des pertes de matière sèche, des pertes de nutriments. Ça a l'air de rien, mais quand notre ensilage va fermenter, il y a une partie de notre matière sèche qui va s'en aller carrément en CO2 parce qu'elle va avoir été consommée par les bactéries, les bonnes et les moins bonnes. Si votre fermentation ne se passe pas bien, il va y avoir beaucoup plus d'ensilage qui va être parti, si on veut, là, sous forme de CO2. Puis la partie de notre ensilage qui va disparaître, ce n'est pas les parties qu'on aime le moins. C'est souvent les sucres, les protéines et tout ça. Alors, c'est les nutriments qu'on perd aussi pour faire plus de lait. On peut avoir une diminution de la qualité des protéines, comme je l'ai mentionné. On peut avoir des fourrages aussi qui sont moins appétants parce que les mauvaises bactéries, elles ne font pas juste dégrader des nutriments. Elles vont aussi produire des composés qui sentent vraiment l'iable, si je pourrais dire. Par exemple, la putrescine, la cadavérine. Vous vous en doutez bien, là, ces éléments-là qui sont produits, là, ça ne sent pas super bon. Les vaches vont le sentir, puis vont vraiment moins consommer de cet ensilage-là. Si vous avez déjà eu de l'ensilage butyrique, là, ça va sentir le beurre ranci, le poisson pourri. L'ensilage va avoir une couleur très vert olive, là, un peu comme l'image ici. Donc ça, c'est causé là, par ce genre de composés-là. On peut aussi même avoir des problèmes de santé chez nos animaux, donc l'acétonémie liée à l'acide butyrique, si on peut en voir. Il peut même y avoir des mycotoxines. Donc, autrement dit, là, la mauvaise fermentation, c'est vraiment un point qui peut nous coûter cher. C'est bien beau tout ça, mais là, si vous avez noté que vous avez un problème de fermentation dans vos ensilages, vous voulez savoir de où vient le problème et comment on peut le corriger. On va essayer de le trouver ensemble si vous avez un problème de fermentation. Il y a 3 principales causes qui peuvent expliquer une mauvaise fermentation. La première cause, c'est une contamination excessive de notre ensilage par des mauvaises bactéries. Alors là, si vos cendres sont en haut de 10 ça fait certainement partie du problème.
Aussi, le fumier peut être une source de contamination, donc c'est important de s'assurer d'avoir un délai minimum de 28 jours entre l'application de fumier après la coupe et la prochaine récolte. Ce délai-là, on veut qu'il soit minimum de 28 jours pour laisser le temps à la pluie de laver, si on veut, nos fourrages, pour pas que ces mauvaises bactéries-là restent présentes puis soient présentes dans notre ensilage. L'autre problème, ça peut être de l'ensilage qui est trop humide. On l'a dit tantôt, un ensilage humide, c'est parfait pour les mauvaises bactéries. Donc, si vous avez un ensilage en bas de 30 de matière sèche, ne cherchez pas plus loin, c'est la principale cause de votre problème. Si vous avez un ensilage qui a une matière sèche qui n'est pas adaptée à votre système d'entreposage, par exemple, une balle ronde humide, c'est fort probable aussi que ce soit une des causes ou même la principale cause de votre problème. Puis normalement, si vous avez surligné ces éléments-là sur votre analyse, vous allez être en mesure de voir là, si c'est lié à ces deux problèmes-là. Maintenant, si vous avez de l'acide butyrique, que votre niveau de sang est beau, que vous avez un délai de 28 jours, que vous avez une matière sèche qui est correcte, d'où vient le problème? Bien, là, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être plusieurs causes. On va regarder chacun de ces points-là, puis on va essayer de voir là, si c'est un de ces points-là qui explique là, votre problème. Donc, le pH élevé trop longtemps, c'est la troisième cause qui peut expliquer une mauvaise fermentation. Donc, pour avoir un pH qui descend rapidement, ça prend beaucoup de sucre. Donc, on va avoir un niveau de sucre qui est assez élevé. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de pluie sur le fourrage parce que la pluie va non seulement allonger notre temps de séchage, mais va aussi lessiver nos sucres. Ça, je ne pense pas apprendre grand-chose je pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant ça. L'autre élément le plus important, selon moi, c'est d'avoir des andins larges. Alors, puis je vais en reparler par après pour expliquer pourquoi, mais quand on parle d'andin large, là, on parle d'un andin qui représente 80 et plus de la barre de coupe. Donc, par exemple, si vous avez une faucheuse de 10 pieds, bien, votre andin devrait mesurer minimum 8 pieds quand vous fauchez. Rapidité de fermeture du silo, très important aussi, on va en reparler par la suite. Niveau de maturité adéquat, si vous avez un fourrage qui a 38 d'ADF, ça se peut qu'il y ait moins de sucre. Puis si on a moins de sucre, on a moins de gaz pour nos bonnes bactéries. Donc, ça peut être aussi l'explication. Longueur de hachage. Donc, c'est important d'hacher à la bonne longueur là, si on veut qu'il y ait assez de sucre aussi qui soit libéré dans notre ensilage. Pour ceux qui veulent le faire, les fauches en après-midi, ça peut aussi vous aider à augmenter votre teneur en sucre. On s'entend que ce n'est pas nécessairement facile à faire, mais ça a été démontré au Québec là, que les plantes fauchées en après-midi contiennent plus de sucre. L'autre point qui peut expliquer un pH qui est important pour avoir un pH qui descend rapidement, c'est de ne pas avoir d'oxygène. Donc, on va en reparler aussi tantôt, mais un silo qui est bien scellé, par exemple. Et l'autre point, on va aussi en reparler, c'est les inoculants homofermentaires. Dans les ensilages d'herbe, les ensilages, c'est ça, les ensilages de foin, c'est vraiment intéressant d'en utiliser, puis on va en reparler tantôt. C'est ça, je le mentionne ici, pour les ensilages d'herbe qui ont moins de 50 de matière sèche. Donc, quand c'est trop sec, ça ne fera pas vraiment de différence d'avoir un inoculant. Donc, ensiler le plus rapidement possible. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous fauchez votre plante fourragère, elle va rester en vie. Puis tant que cette plante-là va rester en vie, elle va continuer de consommer ses nutriments, dont ses sucres. Donc, puis elle va le faire tant et aussi longtemps que la plante ne va pas être assez sec ou qu'elle va être en présence d'oxygène. Donc, autrement dit, plus vous la séchez rapidement ou plus vous la mettez dans un silo rapidement, moins elle va avoir le temps de consommer ses sucres. Comment on fait pour faire qu'un ensilage sèche rapidement? Ben, ici, je vais vous présenter un peu là, les 4 règles de base pour que ça sèche rapidement. Anciennement, on parlait de la technique d'ensilage d'un jour. C'est pas mal la même chose, là. Donc, de suivre ces 4 règles-là, ça va vraiment vous aider à avoir un ensilage qui sèche vite puis qui contient plus de sucre. Première règle, évidemment, on veut une bonne météo, on veut du temps asséchant, on veut une absence de pluie. Alors, pour favoriser le séchage de nos ensilages. Donc, ici, mon petit soleil là, qui fait des rayons sur mon andin. On en a parlé tantôt, on veut aussi une hauteur de 10 cm ou 4 pouces pour que l'air puisse passer en dessous de notre ensilage puis vraiment aider à ce que ça sèche plus vite. Autre point important, on ne conditionne pas quand on fait de l'ensilage. Alors, ça aussi, je vais en reparler par la suite, là, les conditionneurs, est-ce que ça marche ou pas. Dans les ensilages, ça va vraiment nous nuire. Ça peut être contre-intuitif, mais dans le fond, ici, je vais essayer de vous l'expliquer avec cette figure-là. Dans les premières heures de séchage, l'eau doit se déplacer dans les tiges de nos plantes fourragères
pour se rendre aux feuilles. C'est vraiment les feuilles qui, grâce à la lumière, vont faire de la photosynthèse puis expulser notre eau. Donc, si on brise nos tiges à ce moment-là, on diminue le mouvement de l'eau dans la feuille, puis on n'améliore pas le séchage. C'est pas la même chose c'est pas vrai pour le foin, mais pour de l'ensilage, on veut que l'eau se déplace rapidement dans nos tiges. Excusez, troisième point, on veut des andins larges. Donc, on veut que nos plantes aient accès au soleil. Pourquoi? Ben, si vous vous rappelez de votre équation de la photosynthèse, on a probablement tous appris, là, je pense au secondaire, c'est l'équation qui dit que ça prend 6 molécules d'eau, 6 molécules de gaz carbonique, dioxyde de carbone, plus de la lumière pour produire du sucre et de l'oxygène. Tantôt, j'ai mentionné que nos plantes sont encore vivantes quand on les fauche. Ben, si vous donnez accès aux plantes à de la lumière, ben, elles vont faire cette réaction-là. Donc, elles vont prendre de l'eau et produire du sucre. Donc, c'est doublement intéressant pour nous autres. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des andins larges. On veut que la majorité de notre fourrage ait accès à de la lumière du soleil. Si vous faites un andin étroit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la partie d'ensilage qui est sur le dessus va faire la réaction que je viens de vous expliquer. Donc, on prend de l'eau, de la lumière, on produit du sucre. Mais la partie d'ensilage qui n'a pas accès au soleil, le fourrage, il faut quand même qu'il reste en vie. Donc, il va faire exactement la réaction inverse. Donc, il va prendre des sucres, de l'oxygène, et il va produire de l'eau, puis de l'énergie, puis du CO2. Donc là, c'est une réaction qui est doublement pas intéressante pour nous autres parce que ça fait plus d'eau, donc plus long à sécher, puis on perd nos sucres. Puis ça, c'est exactement la réaction qu'on va retrouver dans du compost. Alors évidemment, c'est pas intéressant. Puis là, je suis pas en train de vous dire que si vous faites ça, vous allez avoir du compost, mais les premières réactions chimiques du compost, c'est ce qui se passe dans le dessous de votre andin qui n'a pas accès au soleil. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des andins larges. La fameuse question des faucheuses à conditionneurs, est-ce qu'on achète ou pas? C'est une question qui me revient souvent, puis ici, je vais essayer de l'expliquer là, du mieux que je peux. Quand notre ensilage va sécher, au départ, il va sécher très rapidement, l'humidité va descendre, puis après, ça va diminuer plus lentement. Dans la première phase de séchage, c'est ce qu'on appelle le séchage photosynthétique. Donc, c'est ce que je vous mentionnais tantôt. L'eau se déplace dans les tiges, se rend aux feuilles. Les feuilles font de la photosynthèse, puis vont expulser l'eau. Donc, si on a des andins larges, c'est ça qui va se passer. Par contre, dans la phase intermédiaire, puis la phase finale de séchage, à ce moment-là, les feuilles sont carrément mortes, donc ne sont plus en mesure là, de faire cette photosynthèse-là, puis d'expulser l'eau. Donc, l'eau, il faut qu'elle sorte d'une autre place. Puis la façon la plus facile de la sortir, ben, c'est en brisant les tiges pour que l'eau sorte par là. Donc, c'est pour ça que le conditionnement va être important pour le foin, parce que à la fin du séchage, il faut que l'eau sorte ailleurs. Là, la question que vous avez toute en tête est où la différence entre les deux? On parle d'un ensilage ou d'un fourrage là, qui a 45 à 55 de matière sèche, donc autrement dit du demi-sec. Alors, ce qu'on peut conclure avec ça, c'est que si vous faites de l'ensilage en andin large, vous n'avez pas besoin de conditionneur, même que les conditionneurs vont vous nuire. Si vous faites de l'ensilage demi-sec en andin large, on est dans une zone grise. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit bénéfice d'avoir des conditionneurs, mais ce n'est pas certain. Et si vous faites du foin, bien là, c'est absolument nécessaire d'avoir un conditionneur, surtout pour être capable aussi que ça sèche vite entre deux pluies. Une petite parenthèse sur les inoculants. Ça marche-tu, les inoculants? On va essayer de démystifier ça. Ici, je parle vraiment des inoculants homofermentaires. Donc, c'est des inoculants qui vont contenir typiquement des bactéries comme Lactobacillus plantarum, Pediococcus sp, Enterococcus sp ou d'autres espèces. Donc, le travail de ces bactéries-là, c'est vraiment d'acidifier rapidement l'ensilage grâce à la production d'acide lactique. Puis maintenant, on a suffisamment d'études indépendantes pour dire que dans les ensilages d'herbes, ça permet de réduire de façon importante les pertes de matière sèche. Puis même quand on calcule la quantité d'ensilage qu'on sauve, le prix de cet ensilage-là vaut plus cher que ce que ça nous a coûté en inoculant. Donc moi, pour cette raison-là, aujourd'hui, là, je pense qu'on a assez d'informations pour le recommander à tous nos clients qui font de l'ensilage d'herbe en bas de 50 de matière sèche. Ici, je vous montre une étude très solide là, qui a été faite en 2017. Donc, c'est une étude qui a repris d'autres études, puis il a tout mixé ces résultats-là ensemble. Puis, on voulait voir l'effet d'un inoculant homofermentaire sur le pH.
Donc, ils ont vu que dans la luzerne, ça permettrait de réduire de 0,25 le pH. Dans les légumineuses, on parle de 0,26. Dans les graminées, 0,17. Par contre, dans l'ensilage de maïs, pas de différence significative. Donc, ça peut paraître faible comme diminution, mais quand on parle du pH, là, qui est sur une échelle logarithmique, là, c'est vraiment une bonne différence. Ça peut vraiment là, aider vos ensilages à mieux fermenter, dans le cas des ensilages d'herbe. Pour ce qui est des ensilages de maïs, c'est des ensilages qui vont naturellement bien fermenter. Donc, à moins que vous ayez une situation particulière, exemple un maïs qui a été récolté après un gel ou quoi que ce soit, je ne recommanderais pas d'inoculant homofermentaire. Les hétérofermentaires, peut-être là, si vos ensilages chauffent, mais pour les homofermentaires, là, ça ne fait pas de différence sur la qualité de votre ensilage de maïs. On revient à l'acide butyrique. Si vous avez noté que sur votre ensilage, vous avez trop d'acide butyrique, il faut calculer la quantité que vos vaches reçoivent par jour. Parce que, comme je l'ai mentionné, l'acide butyrique, ça peut avoir entraîné des problèmes de santé chez les animaux. Donc, comment on fait ça? Bien, vous devez connaître la quantité de matière sèche de ce fourrage-là que vos vaches vont manger. C'est important d'être en matière sèche. Donc, par exemple, moi, j'ai un scénario ici avec une vache qui mange 8 kg de matière sèche d'un fourrage qui contient 0,5 d'acide butyrique. Donc, ici, je vais faire 8 kg fois 0,5 donc 0,5 divisé par 100. Ça me donne 0,04 kg d'acide butyrique ou 40 grammes par jour. Et on sait qu'il ne faut pas dépasser les valeurs suivantes pour ne pas avoir de problème avec nos animaux. Si vos vaches reçoivent plus que 50 grammes d'acide butyrique par jour, elles vont vraiment avoir des risques plus élevés de faire de l'acétonémie puis d'avoir d'autres problèmes de santé. Donc, vous allez le voir dans votre troupeau, là, baisse de la consommation, baisse de la production laitière. C'est des genres de symptômes qu'on peut observer. Pour les vaches taries en transition, on veut maximum 20 grammes, puis même qu'idéalement, il ne faudrait pas qu'il y en ait pantoute d'acide butyrique parce que ces animaux-là sont plus sensibles à l'acétonémie, évidemment. Alors, très important de calculer. Maintenant, si vous avez eu le temps de faire le calcul pendant que je vous parlais, puis que vous avez plus que 50 grammes, c'est quoi qu'on fait? Bien, il y a 3 solutions. Puis ce n'est pas des solutions miracles. La première, c'est de diluer votre mauvais ensilage, si on veut, avec un autre ensilage de meilleure qualité pour essayer de réduire la quantité d'acide butyrique que vos vaches reçoivent par jour. L'autre solution, c'est d'aérer votre fourrage pendant 12 heures avant de le servir. Ça, ce que ça fait, c'est que l'acide butyrique, c'est un acide qui est très volatile. Donc, si vous laissez aérer votre fourrage 12 heures, ben, la quantité d'acide butyrique va diminuer de moitié. Alors, ça peut vraiment vous aider à en donner moins à vos vaches. Puis l'autre solution, on ne va pas se rendre là, mais c'est carrément de jeter le fourrage. Quand il y en a vraiment beaucoup d'acide butyrique et qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, ça peut arriver qu'on n'a pas vraiment le choix. On passe maintenant à la stabilité de l'ensilage. Donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est le pH. Habituellement, c'est présent sur la plupart des analyses qui ont un profil de fermentation. S'il n'est pas là, c'est que vous n'avez pas de profil de fermentation. Donc le pH à viser ici, c'est important de dire que ça dépend du niveau de matière sèche. Plus notre niveau de matière sèche est faible, donc plus notre ensilage est humide, plus ça prend un pH bas pour combattre les mauvaises bactéries. Donc ici, on le voit bien dans ce graphique-là. Vous avez la ligne en bleu qui représente l'ensilage de luzerne. Vous avez la ligne en jaune qui représente de l'ensilage de maïs et de graminées. Alors, si par exemple, vous avez un ensilage mélangé, moi je prendrais la ligne jaune. Disons que vous avez 40 de matière sèche. Le pH que vous devriez viser, c'est 5. Donc, vous devriez avoir un pH qui est inférieur à 5 pour que la croissance des mauvaises bactéries soit impossible. Si vous avez un ensilage qui a un pH de 5,5, bien là, la croissance est possible, donc votre ensilage est instable. Si votre ensilage est instable, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que vous avez pris un échantillon avant qu'il ait eu le temps de fermenter au complet, donc on parle de 21 jours. Si c'est le cas, il ne faut pas se stresser avec ça, puis on peut reprendre un échantillon par la suite. Si votre échantillon a bien fermenté, puis il y a quand même un pH qui n'a pas atteint la stabilité, ça veut dire que la qualité de votre ensilage va se détériorer dans le temps parce que les mauvaises bactéries, eux autres, ils continuent de faire leur travail. Alors, à ce moment-là, c'est important de passer votre ensilage le plus rapidement possible, surtout avant les températures chaudes. Le chauffage de votre ensilage, donc ça, c'est un point qui est intéressant à regarder aussi. C'est ce qu'on appelle la PBADF. Ce n'est pas présent sur toutes les analyses. Ça peut aussi avoir d'autres noms. Alors, ça peut aussi s'appeler l'ADIPB, l'ADFN ou l'ADICP.
Alors, c'est les 3 noms qu'on va souvent retrouver sur nos analyses de fourrage. Ici, on veut avoir la valeur en pourcentage de protéines brutes. Si vous avez une analyse de fourrage Lactanet, vous allez avoir la valeur en protéines, excusez, en matière sèche. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre valeur ici puis la diviser par votre protéine brute. Donc, si vous avez, encore une fois, 2 de PBADF et que vous avez 20 de protéines, ça fait 10 Alors, on ne veut pas dépasser le 10 Et ça aussi, pour votre information, la PBADF, c'est quoi? C'est la protéine qui est liée aux fibres ADF. Et cette protéine-là est complètement indisponible pour vos vaches. Donc, autrement dit, votre vache, là, toute la protéine qui est là-dedans, là, si vous avez 10 ça veut dire que c'est 10 de protéines que vous jetez dans les vidanges. Alors, évidemment, c'est important de ne pas dépasser cette valeur-là. Puis, si vous la dépassez, c'est que votre ensilage a chauffé. 11 des échantillons dans notre base de données vont avoir un problème de chauffage. Alors, c'est une autre opportunité d'amélioration qu'on a. Il y a une cascade d'événements qui va mener à l'instabilité aérobie, donc en termes plus standards, au chauffage. Ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, on va ensiler une population naturelle de levure avec notre ensilage. Ça, vous aurez beau faire ce que vous voulez, on ne peut pas l'éviter. Puis, durant le processus normal de fermentation, les levures vont se multiplier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène. Donc, c'est des organismes qui ont absolument besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, dans un silo bien fait, normalement, il n'y aura plus d'oxygène, mais si vous réintroduisez de l'oxygène dans votre ensilage, il va se passer une cascade d'événements qui n'est pas intéressante. La première chose, c'est que les levures vont se réveiller, puis la multiplication de ces levures-là va se poursuivre à une vitesse exponentielle. Là, nos levures vont consommer de l'acide lactique. Donc, on se rappelle, l'acide lactique, c'est celui qu'on veut en plus grande quantité, qui fait baisser notre pH. Les levures, elles vont manger ça. Puis là, toute cette activité biologique-là va créer de la chaleur. La chaleur va faire qu'il y a d'autres acides organiques qui vont se volatiliser. Là, si on a des acides qui se volatilisent puis des acides lactiques qui se font manger, ben notre pH va augmenter. Si notre pH augmente, il y a d'autres mauvaises bactéries puis mauvais organismes comme les moisissures qui vont se développer. Puis là, à partir de ce moment-là, on a vraiment perdu le contrôle, puis c'est là qu'on met de l'ensilage dans le dallo. Alors, c'est vraiment important pour pas que ces événements-là arrivent, de minimiser la réintroduction d'oxygène dans notre ensilage. Alors, si votre ensilage a chauffé, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bien, première chose, la compaction. Donc, si vous êtes en bunker, si vous êtes en hackbag, si vous êtes en meule, c'est important de vérifier la compaction. Ça peut aussi être causé par un ensilage qui a été exposé à l'oxygène trop longtemps avant la mise en silo. Ça peut être un silo qui n'est pas étanche ou une balle ronde qui a des trous dedans. Ça peut être aussi une face de silo non uniforme. Donc, on voit cette face de silo-là qui est très compacte, très uniforme. Il y a peu d'oxygène qui peut rentrer dans l'ensilage ici. Alors que dans ce bunker-là ou cette meule-là, ben, tout l'ensilage lousse qui est ici, il y a beaucoup d'oxygène, donc ça va commencer à chauffer. Puis même sur la face de l'ensilage, ben, il y a plusieurs portes d'entrée pour l'oxygène. Ça peut être un taux de reprise qui n'est pas suffisant. Donc, si vous êtes en bunker ou en meule, on parle d'un taux de reprise de 6 pouces par jour en hiver, 12 pouces par jour en été. Puis si vous êtes en hackbag, on veut doubler ça. Ça peut être aussi un transfert d'ensilage. Donc, pour ceux qui transfèrent l'ensilage de leur hackbag vers des silos, là, si ça chauffe, ça peut être la cause. Ça se peut que vous ayez un problème de chauffage puis qu'il n'y a pas vraiment de solution. Par exemple, si vous êtes en bunker, vous ne pouvez peut-être pas augmenter votre vitesse de reprise. Dans ces cas-là, ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser un additif approprié. Donc, par exemple, un inoculant qui va contenir la bactérie Lactobacillus buchneri. Ou pour dans les cas plus graves, si on veut, là, de l'acide propylionique, ça peut aussi très, très bien faire le travail. Dernier point qu'on va regarder ensemble, c'est est-ce que vos plantes fourragères montrent des signes de carence minérale? Alors, ici, il y a 3 éléments qu'on va regarder. Donc, le phosphore total, le potassium et le soufre. Donc, si vous êtes en bas de ces valeurs-là, c'est que vous avez une carence. Moi, pour être franc avec vous, en bas de ça, pour le phosphore et le potassium, j'ai très rarement vu ça. Dans la luzerne, comme je le mentionnais tantôt, ça peut arriver. Donc, si vous avez un mélange fourragé qui contient beaucoup de luzerne et que vous avez du soufre à 0,22, c'est un indice là, que votre luzerne a manque de soufre. Je mentionne aussi que
les analyses en infrarouge pour les minéraux, là, il y a une précision, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Si vous voulez avoir une meilleure précision, c'est vraiment d'y aller en chimie humide. On connaît les seuils pour les différentes espèces fourragères. Donc, ça, c'est un tableau là, qui va vous être rendu disponible dans l'aide-mémoire qu'on va vous transmettre si vous voulez le regarder plus en détail. Par exemple, si vous avez de la luzerne, on sait qu'en bas de 0,25 de phosphore, excusez, il y a une déficience. Puis en bas d'1,6 de potassium, il y a une déficience. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que votre rendement va être inférieur à 80-90% du potentiel. Donc, ça peut être utile là, si jamais vous avez des carences. Puis si c'est le cas, ben, je vous invite à consulter là, votre conseiller en fertilisation pour voir les solutions qui pourraient être apportées, puis pour confirmer ou non là, si vos champs manquent de fertilisation. Maintenant, au niveau du soufre, ça, pour ceux qui ont de la luzerne, là, puis beaucoup de luzerne, c'est un point qui est vraiment important de regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, là, il y avait des pluies acides, puis dans les pluies acides, il y avait de l'acide sulfurique, donc du soufre. Alors, on recevait une fertilisation en soufre gratuitement. Maintenant, bonne nouvelle, on a corrigé un peu le problème de pluie acide. On n'en entend plus vraiment parler. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne reçoit plus cette fertilisation-là gratuitement. Alors, ça arrive régulièrement qu'on va voir des carences en soufre dans la luzerne. Puis ça ressemble à ça. Donc, vous voyez vraiment que la luzerne est plus jaunâtre, est moins vigoureuse aussi, donc moins de rendement. Alors, dans une luzerne carencée, là, on perd de 1 à 4 tonnes de matière sèche de rendement, ce qui est très élevé. Puis on perd 3 à 4 de protéines. Alors, si vous avez une carence, là, la question ne se pose même pas si c'est pertinent de faire une fertilisation. C'est économique, c'est rentable aussi, là. Puis je vous dirais que ça arrive plus souvent dans les champs qui sont pauvres en matière organique, puis les champs qui reçoivent peu ou pas de fertilisation organique. Encore une fois, je voulais mentionner qu'encore une fois, si vous soupçonnez une carence, je vous invite à en discuter avec votre conseiller en fertilisation pour voir c'est quoi la meilleure solution pour vous. Puis j'ai reçu aussi beaucoup la question pour les graminées. Est-ce que ça peut être pertinent de fertiliser en soufre pour les graminées? Actuellement, je n'ai pas assez d'informations pour vous dire si c'est rentable de le faire dans les graminées au Québec, mais je peux vous dire que dans le cas des luzernes, là, ça peut vraiment être intéressant. Puis aussi, c'est important de mentionner que le soufre qui va se ramasser dans votre luzerne va se ramasser aussi dans votre ration. Donc, c'est des minéraux de moins à combler là, pour vos animaux. J'arrive presque pas mal dans mon temps, donc c'est mon avant-dernière diapositive. Donc, ça donne quoi au final si vous avez suivi si votre ensilage répond à tous les critères qu'on a vus depuis le début de la présentation? Ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été encore une fois fouiller dans notre base de données pour sortir ce que ça donne. Donc, si vous avez un ensilage qui contient 70% et plus de graminées, vous avez certains paramètres nutritionnels ici. On a la même chose pour les mélanges 50-50 puis les mélanges à base de légumineuses. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans la protéine, on approche de 18% dans les graminées, ce qui est très bon. Puis dans les légumineuses, on a autour de 20%. Alors, quand même une belle teneur en protéines. Évidemment, notre ADF est le même parce que c'est ce qu'on visait, 30%. Notre NDF va être plus élevé dans les graminées que dans les légumineuses. Par contre, notre NDF va aussi être plus digestible dans les graminées que dans les légumineuses. Les graminées vont aussi contenir plus de sucre, donc quand même des super belles teneurs en sucre ici. Puis si on regarde l'énergie calculée de ces différents fourrages-là, on arrive tout à la même affaire. Donc, c'est pas vrai que les ensilages de graminées, c'est moins bon que les ensilages de légumineuses. Si on les récolte au bon moment, ça va être des ensilages qui vont apporter le même niveau d'énergie. Par contre, c'est sûr que vous allez avoir moins de protéines. Donc, en conclusion, on a vu aujourd'hui qu'à partir de votre analyse d'ensilage, on peut avoir une bonne idée de la qualité de la récolte, on peut avoir une bonne idée de la qualité de l'entreposage et on peut aussi avoir des signes de carence. Puis le plus important là-dedans, c'est qu'on peut aussi identifier des pistes de solutions pour la saison qui s'en vient. Alors, j'espère que si vous avez noté des points d'amélioration, que les solutions dont on a discuté aujourd'hui vont pouvoir vous aider là, dans votre entreprise. Comme je l'ai mentionné au départ, on va vous distribuer un guide pour un aide-mémoire qui résume un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui parce que je suis conscient que j'ai parlé pas mal puis j'ai dit pas mal de choses. Alors, ça va vous être transmis très prochainement. Puis si vous avez toujours des questionnements, que vous avez une situation peut-être plus difficile à comprendre là, au niveau de l'analyse, n'hésitez pas non plus à en parler à vos conseillers.
sont disponibles pour vous aider là, dans votre situation. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère sincèrement que ça a été pertinent pour vous. Puis, je vais être prêt à prendre vos questions là, si vous en avez.